Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les parlementaires et élus, Monsieur le Recteur d'Académie, Messieurs les Présidents d'université et de la commune, Mesdames et Messieurs les directeurs des IEP, Mesdames et Messieurs, chers amis. L'architecte espagnol Alejandro de la Sota, mais oui, qui est considéré comme l'un des grands maîtres espagnols de l'architecture du XXe siècle, s'est beaucoup intéressé aux effets de l'architecture d'un bâtiment sur celles et ceux qui l'habitent, sur leur comportement, sur leur manière de se mouvoir dans l'espace, peut-être même sur leur état d'esprit. Nul doute que ce nouvel institut que nous inaugurons aujourd'hui contribue à cultiver l'esprit, voire même sans doute à l'élever. Tout y a été conçu à cet effet, tout y est pensé à cette fin. C'est d'abord un ensemble nouveau, mais qui se greffe sur le passé. Tous les architectes vous le diront, il n'y a rien de plus difficile que la restructuration d'un bâtiment ancien. Non seulement elle fait peser sur la conduite du chantier des contraintes absolues, résumées par l'euphémisme que vous avez bien connu pendant les travaux, l'activité continue, mais même la conception du projet architectural s'en ressent. Comment peut-on faire du neuf avec du vieux? Et c'est, je dois dire, le pari tenu et réussi par l'équipe de maîtrise d'œuvre conduite par Patrick Baggio, à laquelle je veux rendre ici un hommage appuyé. Les amphis nouveaux font la concurrence aux anciens, des salles high-tech remplacent celles encore remplies des clameurs et des larmes, j'en sais quelque chose, des grands oraux, et même l'escalier historique menant à l'amphi Montesquieu est préservé. C'est le seul, un peu rafraîchi quand même. L'âme de Maurice Duverger y déambule encore. Ainsi, les anciens élèves, je crois qu'il y en a, ne s'y perdront pas, du moins ne m'a-t-il pas été signalé qu'ils s'en soient perdus cet après-midi. Les nouveaux pensionnaires de l'établissement y trouveront un vrai confort, confort thermique, confort acoustique, ils ne le savent même pas, qui, tout bien posé, n'éloigne pas complètement les étudiants des années 70 auxquels, hélas, j'appartiens, des aviateurs de l'aéropostale qui franchissaient les Andes dans les années 1930. Ainsi donc. L'IEP affirme son choix résolu pour l'avenir, enraciné dans les valeurs intemporelles qui sont les siennes. Et puis Sciences Po Bordeaux, venons-y, affiche en même temps que ses ambitions futures son ancrage fort dans sa territorialité, au cœur du domaine universitaire. Chacun ici y trouvera un motif de fierté. L'attractivité de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a été l'artisan de cette superbe réalisation, et son financier quasi exclusif. L'attractivité de la région Nouvelle-Aquitaine, donc, ne peut que gagner à voir s'édifier sur une superficie multipliée par 2. Allez, ne boudons pas notre ego girondin, le plus grand IEP de France, d'un seul tenant. « 18 000 mètres carrés pouvant accueillir à terme quelques 3 000, 4 000 étudiants. Bordeaux Métropole aura, j'imagine, été sensible au nouveau logo adopté par Sciences Po Bordeaux, né de l'imagination créatrice de son équipe de communication, dont l'entrelacement du sigle à la manière des lettres persanes et des enluminures des lettres persanes, et la couleur, bien sûr, impose comme une évidence que Sciences Po Bordeaux et Bordeaux ne font qu'un.
Que dire enfin de cet établissement aux dimensions revisitées, qui se veut le fer de lance de la formation de nos élites, si ce n'est qu'il a durablement ancré son positionnement au cœur du domaine universitaire, où il a plus que jamais vocation à accompagner, dans le cadre d'un partenariat assumé, la dynamique engagée par l'Université de Bordeaux. Oui, il y a aujourd'hui des présidents d'université et même des présidents de communes qui peuvent s'en féliciter. Un nouvel IEP pour une nouvelle Aquitaine, les convergences d'espace et les concordances de temps sont symboliques. Et puis ce nouveau bâtiment, plan en 3 parties, c'est la dernière, soyez rassurés, ce nouveau bâtiment n'est pas qu'une recomposition des anciens locaux. Il a une singularité qui aura frappé tous les observateurs que vous êtes et tous ceux qui sont aujourd'hui présents. L'ancien atrium, aussi peu utilisé qu'inesthétique, fait place à cette grande nef, aux proportions, je dois dire, parfaitement impressionnantes, qui est à la fois lieu de vie et de réflexion, où tout converge, les bibliothèques, la terrasse de la cafétéria et ces 2 passerelles traversantes qui unissent premier et deuxième étage. Tout ici, on le sent bien, appelle à l'élévation. Ce n'est plus l'ancrage dans le passé qui domine, c'est la hauteur de ce cœur central qui inspire une ambition renouvelée, qui insuffle un véritable élan. Oui, Alejandro de la Sota a raison. L'architecture d'un bâtiment peut n'être pas sans effet sur celle et sur ceux qui l'habitent. Puisse l'esprit de Montesquieu s'y perpétuer, et si j'osais cette boutade ultime en forme de clin d'œil à notre directeur fraîchement investi et à qui il revient de porter cet élan, puisse s'y exprimer l'esprit des lois. Monsieur le Premier ministre, et permettez-moi, chers diplômés de Sciences Po Bordeaux, Monsieur le Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le Secrétaire d'État, et permettez-moi, chers collègues, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Monsieur le Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de Gironde, Monsieur le Recteur de la région académique, Chancelier des universités, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs d'universités et de grandes écoles, Mesdames et Messieurs les directeurs des instituts d'études politiques, Mesdames et Messieurs les enseignants, chercheurs, membres des personnels administratifs et techniques, Mesdames et Messieurs les étudiants, Mesdames et Messieurs. Après le mot de bienvenue d'Anne Guérin, la présidente de notre conseil d'administration, il me revient le plaisir et l'honneur de vous accueillir. L'inauguration du nouveau Sciences Po Bordeaux est un événement important dans l'histoire de notre institution. Fondée en septembre 1948 à Bordeaux, cours du maréchal Joffre, en face de l'actuelle École nationale de la magistrature, l'Institut s'installe sur le campus de Pessac en 1967 et connaîtra plusieurs évolutions architecturales jusqu'au début des années 2000. La décision prise en 2008 de moderniser et d'étendre sensiblement la taille de l'établissement doit toutefois être considérée comme une véritable révolution. Certes silencieuse, bien que, mais révolution au sens où cette transformation, dont nous pouvons apprécier aujourd'hui le résultat, le magnifique résultat, établira une vraie césure entre un avant et un après, entre le présent et l'avenir de Sciences Po Bordeaux. Avant d'évoquer cet avenir et les défis qui lui sont associés, je souhaiterais dire à Alain Rousset, le président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et député de la Gironde, combien nous avons ici, dans ce territoire, la chance de pouvoir compter sur l'engagement de la région dans et pour l'enseignement supérieur et la recherche. Dire aussi combien cette grande transformation doit à la ténacité et à la capacité gestionnaire de mes prédécesseurs, notamment de Vincent Hoffmann-Martineau, qui a su accompagner ce vaste chantier tout en permettant à l'institution d'assurer sa mission de service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Soit pendant près de 3 ans et demi, 42 mois de travaux, aucune suppression d'heures n'a agrémenté l'emploi du temps des étudiants,
ni aucune suppression d'épreuves d'évaluation. Une révolution girondine qui nous oblige pour l'avenir. Un tel bâtiment, de tels équipements donnent à Sciences Po Bordeaux les moyens matériels et techniques de ses ambitions légitimes. Notre établissement jouit d'une réputation singulière dans l'espace de l'enseignement supérieur et de la recherche en Nouvelle-Aquitaine. Cette réputation, que reflète probablement l'affluence du public ici présent, tient à 3 caractéristiques dont je suis devenu le gardien jaloux depuis le 1er septembre dernier. Établissement d'enseignement supérieur et de recherche, Sciences Po Bordeaux propose d'abord à ses étudiants une scolarité fondée sur 4 principes, qui sont déjà ceux que vous avez connus lors de votre scolarité, Monsieur le Premier ministre, qui ne forment pas un carré magique, mais qui sont constitutifs de notre spécificité pédagogique. L'interdisciplinarité, un très beau mot, la construction d'un esprit critique, une exigence, l'ouverture au monde par l'internationalisation, une évidence, l'adaptabilité qui permet d'apprendre à apprendre, un enjeu central. Établissement d'enseignement supérieur et de recherche, Sciences Po Bordeaux entend aussi fortement contribuer au rayonnement de la recherche en sciences sociales, sur le site aquitain et bien au-delà. Avec le soutien du CNRS, de la FNSP, de l'IDEX de l'Université de Bordeaux, dont l'établissement est membre fondateur, nous avons l'ambition de faire de la recherche en sciences sociales un des marqueurs distinctifs de notre positionnement académique, tant au niveau régional, nous sommes le seul institut d'études politiques autonome de la nouvelle région, que national ou international. Établissement d'enseignement supérieur et de recherche, Sciences Po Bordeaux entend enfin offrir, tant en formation initiale que continue, un ensemble de formations professionnalisantes permettant à chacun de préparer ici un avenir professionnel ambitieux et évolutif. C'est ce que nous appelons désormais l'Institut de la deuxième chance. Par la construction d'une offre de formation adaptée au monde du travail, nous voulons offrir à toutes et à tous, sans distinction d'âge et de cursus, une opportunité de valorisation professionnelle dans le respect de la répétition de notre diplôme et dans un souci d'exigence qualitative constamment évaluée. Ces 3 orientations, qui sont autant de marqueurs identitaires, justifient les choix institutionnels faits récemment par l'établissement. Celui notamment de faire de notre autonomie une condition essentielle de notre développement et de notre capacité à rester fidèles à notre histoire. Une façon aussi de rester réactif face aux évolutions de notre environnement et aux demandes de nos différents publics. Mais qui dit autonomie ne signifie pas isolement, bien au contraire. Fort de notre indépendance, nous entendons jouer pleinement la carte de l'inscription dans le site universitaire bordelais d'abord et Nouvelle-Aquitain ensuite. Nous sommes associés à l'Université de Bordeaux et nous n'avons de cesse de souligner l'importance et l'exigence de cette association. L'excellence des relations que mes prédécesseurs ont su nouer avec hier l'Université Bordeaux, puis Bordeaux 4 Montesquieu et plus récemment l'Université de Bordeaux, est évidemment pour moi un exemple à suivre. De la même manière que nous nous félicitons que celui qui a occupé le fauteuil de directeur de Sciences Po Bordeaux 9 ans durant, avant moi, soit désormais le président de la commune de la Nouvelle-Aquitaine. Nous y voyons un signe tout particulier de la place qu'occupe un établissement comme Sciences Po Bordeaux dans le paysage universitaire renouvelé de la plus grande région française. Vous l'aurez compris, l'investissement de la région Nouvelle-Aquitaine a consenti en finançant la rénovation et l'extension de ce bâtiment nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité et ambition. Dans la préface que vous avez bien voulu rédiger pour notre album Souvenirs et que chaque invité recevra tout à l'heure en quittant les lieux, cher Alain Rousset, vous avez tenu à souligner que les investissements matériels ne sont rien s'ils ne s'accompagnent pas d'une dimension humaine essentielle. Nous y sommes tout à fait sensibles, vous le savez bien. Je voudrais pour terminer m'adresser à vous plus personnellement, Monsieur le Premier ministre, cher Bernard Cazeneuve. Vous avez marqué très tôt, lorsque nous vous avons sollicité pour présider cette cérémonie inaugurale, votre intention d'être parmi nous. Votre précédente visite dans nos murs en février 2014, pour un grand oral des rencontres Sciences Po Sud-Ouest, aussi remarqué que remarquable, a été suivie quelques semaines plus tard d'une belle promotion ministérielle, puisque vous êtes devenu alors ministre de l'Intérieur au début du mois d'avril 2014. Cette fois-ci, sans attendre votre venue à Sciences Po Bordeaux, juste avant cette visite, qui nous honore et nous fait tant plaisir, vous voilà nommé à Matignon, non par la grâce de Dieu, mais par l'application de l'article 8 de la Constitution du 4 octobre 1958, dont les étudiants, évidemment, ont appris par cœur les éléments constitutifs.
Là encore, une magnifique promotion et peut-être la marque d'un effet Sciences Po Bordeaux sur le déroulement de votre vie politique. Je n'ose imaginer qu'une prochaine invitation vous permette, je dirais, de confirmer cet effet auprès, je dirais, des dieux de la République. Vous êtes le premier de nos anciens élèves à être nommé Premier ministre, et je suis, de ce point de vue-là, particulièrement fier, bien sûr, de votre présence. Le Sciences Po Bordeaux que vous découvrez aujourd'hui, totalement métamorphosé, n'a plus grand-chose à voir matériellement avec celui qui a été votre cadre de vie quotidien entre 1982 et 1985. Mais pour autant, cet endroit demeure votre école, une école qui est extrêmement fière du parcours d'un fils d'instituteur, de ces hussards de la République que vous êtes à votre manière restez fidèle. Une école qui vous souhaite bonne chance dans vos nouvelles fonctions aussi. Il n'y a pas de hasard, disiez-vous en 2013 lors d'une émission radiophonique, mais seulement des concordances. Je me réjouis que votre fidélité à nos valeurs confirme cette belle locution et soit l'occasion de nouvelles concordances. Pour conclure, redire toute notre gratitude à l'État et à ses représentants, à la région et à ses élus, à nos partenaires institutionnels et à tous ceux qui ont œuvré pour organiser cette inauguration. Remercier notamment les personnels de l'établissement, les étudiants du BDA et des autres associations qui se sont mobilisées, ainsi que le quintet de violoncelle du Conservatoire de Bordeaux qui accompagne et agrémente cette cérémonie. Une très belle soirée à tout le monde. Monsieur le Premier ministre, cher Bernard Cazeneuve, Monsieur le Secrétaire d'État, cher Mathias, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, cher Louis Schweitzer, je salue aussi mes collègues parlementaires et élus, Monsieur le Préfet, Monsieur le Recteur, je salue aussi avec, si Bernard Cazeneuve le permet, avec une affection toute particulière, les anciens directeurs, Monsieur Deloy, avec qui la région a beaucoup travaillé. Cet institut d'études politiques doublé, reconstruit, est une grande fierté pour nous. La décision n'a pas été simple à prendre. Elle n'était pas dans le contrat de plan. Et donc, mon cher Vincent, je l'ai perdu, nous avons réussi à expliquer aux collègues présidents des universités, avant de devenir l'Université de Bordeaux, qu'il y avait à s'occuper des sciences sociales, qu'un institut d'études politiques, comme une école d'ingénieurs, d'une certaine manière, est une façon de préparer les élites de demain, est une façon d'équilibrer dans la stratégie régionale de l'enseignement supérieur et de la recherche que nous avons menée. Bien sûr, il y a les sciences et les techniques. Bien sûr, il faut que notre aéronautique, notre agroalimentaire, il faut que le laser et l'optique aient ces écoles. Il faut que les grands laboratoires, celui que vous venez de visiter, l'ICMCB, le centre de recherche Paul Pascal, et les autres, confortent notre tissu industriel, et singulièrement nos PME, les grands groupes savent faire, avec un système d'ancrage technologique, de ressourcement technologique. Nous n'avons pas mégoté nos moyens. La région Aquitaine, je la vante un peu, même si aujourd'hui elle est dans la plus grande région de France, a investi 10% de son budget. Nous avions parié, Gilles s'en souvient, il était à l'époque vice-président de la région, que l'intelligence, l'enseignement supérieur, la recherche était l'élément essentiel de construction de l'avenir, d'attractivité d'une région, d'attractivité industrielle, de ressourcement de ces entreprises. Les résultats vont au-delà de nos espérances. Mais il fallait aussi, et c'est le sens que nous avons voulu donner, que les sciences sociales, les sciences humaines disposent d'un outil majeur, d'un outil visible. Je ne cherche pas à rendre un peu jaloux les autres directeurs des autres Sciences Po de province, quoique. Mais nous avons là un outil fabuleux. Alors,
bien sûr, je suis ancien élève, pas de Bordeaux, donc mon tropisme pouvait m'y amener. J'ai fait mes preuves suffisamment sur les sciences et les techniques dures pour qu'on n'ait pas là-dessus à venir m'y reprendre. Sciences Po, c'est le lieu où se forment les futurs administrateurs, qui deviennent parfois des politiques jusqu'à ce qu'une loi le leur interdise, bientôt. Ça, on verra. Où se forment les journalistes, où se forment les cadres aussi des entreprises. Un lieu magique autour de sa bibliothèque, un lieu où l'on peut se ressourcer sur la connaissance tous les jours. Un lieu qui doit penser aussi à la création d'entreprises. Mon cher directeur, ce lieu-là, vous allez le faire vivre avec un corps d'enseignement, d'enseignants, de chercheurs. Et vous serez aussi pour nous, pour la région, et nous avons notamment avec Pierre Sadran beaucoup travaillé, un élément de conseil. Mais Sciences Po Bordeaux, c'est aussi un souhait de notre part de remettre en marche l'ascenseur social. Former des élites venant d'élites est un vrai problème pour notre pays. Si aujourd'hui nous avons dans le monde politique ou des médias une crise de confiance, c'est bien parce que nous devons repenser ce qui était cette trajectoire républicaine, Yves Delot l'évoquait tout à l'heure, de cette méritocratie républicaine. Comment améliorer la réussite d'un fils d'ouvrier, d'une fille de paysan ou d'employé? 30% de boursiers à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Et puis cette action que nous avons mise en place, je crois, Vincent, que c'était en 2006, que nous avons appelée « Je le peux parce que je le veux », pas dans le même système que celui de Paris, où les enseignants de l'Institut, avec les profs d'un certain nombre de lycées, sur la rive droite, à Marmande, mais dans des lieux éloignés, où la proximité d'une université ne permet pas la connaissance ou l'orientation, essayer de développer par un renforcement en terminale cette préparation au concours, où on rentre à égalité de droits et de devoirs, à égalité aussi de réussite. Et tout cela est en train de monter en puissance. Mais il fallait que l'on doublât les promotions pour pouvoir augmenter cette arrivée de jeunes issus de tous les milieux sociaux, de tous ces environnements culturels, et créer ce mélange pour nos futurs responsables qui soit dynamique et surtout qui comprennent par leur origine ce qu'est un milieu social qui n'appartient pas aujourd'hui à l'élite française. Ça a été une volonté essentielle que nous avons mise en place avec l'équipe de Sciences Po, qui est poursuivie, et je tiens à les remercier. Et si tous engagés dans ce processus ne réussissent pas l'IEP, tous rentrent dans des phases d'enseignement supérieur sans être bousculés par ce fameux problème de l'échec dans les 2 premières années. Et puis, l'IEP, c'est aussi la reprise de cette histoire, on en parlait tout à l'heure, sur l'aménagement du territoire, sur l'accompagnement des différentes collectivités, sur la compréhension de ce qu'est aujourd'hui la France des campagnes et la France des villes, de ce qu'est la reconstruction industrielle. Et donc, il fallait que nous amenions 2 instituts. Un sur, vous l'avez vu tout à l'heure, qui s'appelle l'IFED, sur l'accompagnement des pays en voie de développement, de certains territoires avec lesquels nous sommes en coopération, et puis des territoires qui sont en déprise. Vieille tradition bordelaise, comment accompagner cet aménagement du territoire. Deuxième
idée importante pour nous, créer un institut des mondes africains comme il y a l'Institut du monde arabe. Et c'est tous les laboratoires, l'âme d'autres, qui ont été installés ici et que nous allons accompagner pour les faire monter en puissance. C'est cette trajectoire-là qu'il me fait plaisir à vos côtés et aux côtés du directeur et de la présidente d'inaugurer aujourd'hui. Nous en ressentons, tous les collègues du Conseil régional, beaucoup de fierté. Si je voulais être taquin, Monsieur le Premier ministre, je dirais aussi cette petite chose. Monsieur le Préfet, je ne vous en ai pas prévenu tout à l'heure, mais c'est totalement... Comme je n'ai pas totalement réussi ma bataille sur la décentralisation, vous ne pouviez pas partir sans que j'aie jeté quelques... Je me suis dit, si on double les futurs politiques demain, qui seront peut-être parlementaires, qui, je l'espère, seront girondins, peut-être qu'enfin, à l'Assemblée nationale et au Sénat, on aura une majorité pour décentraliser la France. C'est juste un petit message personnel. Voilà. C'est vraiment un honneur que vous nous faites. Je sais que vous l'avez marqué tout à l'heure, l'émotion qui était la vôtre, cherchant dans le nombre de personnes qui étaient ici des visages que vous avez rencontrés, fréquentés pendant votre parcours ici à l'IEP. Je suis moi aussi, Madame la Présidente, moi aussi très fier de cet ensemble. Je ne sais pas ce qu'en a pensé Monsieur Deloy, le directeur de Sciences Po Paris, mais ça vaut bien le hall de la Péniche. Je vous remercie. Monsieur le ministre, cher Mathias Fekl, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président, cher Alain Rousset, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, Monsieur le Commissaire général aux investissements, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je voudrais tout d'abord vous dire la très grande émotion qui est la mienne aujourd'hui de me trouver parmi vous à l'occasion de l'inauguration de ces bâtiments qui changent totalement la configuration de ce que j'ai connu. J'y retrouve un esprit, j'y retrouve des matériaux, j'y retrouve une jeunesse qui finalement est très semblable à celle que j'ai connue à l'époque où j'étais ici, j'y retrouve une soif de connaissance, une volonté d'apprendre, j'y retrouve des équipements exceptionnels et des enseignants de grande qualité. Mais si j'éprouve une émotion, c'est parce que, comme j'avais eu l'occasion de le dire lorsque je me suis rendu ici il y a de cela quelques mois, en 2014, je crois beaucoup à la force des correspondances et je crois qu'il n'y a dans aucune vie, quel que soit le parcours qu'elle emprunte, de hasard. Et me retrouver dans les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui pour cette inauguration, un peu plus de 30 ans après que je suis sorti de cette école, a une dimension dont vous pouvez bien imaginer les uns et les autres qu'elle n'est pas sans susciter en moi une très profonde émotion. Et puis je retrouve dans cette salle énormément de visages qui m'ont appris à devenir ce que je suis et qui apprendront à tous les étudiants qui sont ici, les professeurs qui leur ont succédé, à se former, à exercer leur libre arbitre, à choisir leur propre chemin. Je ne citerai pas tous les enseignants, il y en a certains que je ne veux pas non plus compromettre. Pour certains d'entre eux, se dire on a fini par former un esprit qui pense aussi mal. Pour ceux qui ne pensent pas comme moi, ça pourrait les contrarier. Mais je vais les citer pour quelques-uns. Pierre Sadran, dont je me souviens, il était à l'époque directeur de l'Institut d'études politiques. Il avait succédé, si j'ai bonne souvenance, à Jean Dumas, qui lui-même était directeur au début des années 80, quelques années après. Pierre Sadran avait une lourde tâche parce que lorsque je suis arrivé ici en 1982, les socialistes venaient d'arriver au pouvoir. Certains les attendaient depuis longtemps, d'autres imaginaient ne jamais les voir
arrivaient aux responsabilités et d'autres étaient effrayés de les voir là. Et nous avions dans cet établissement des débats politiques absolument passionnés entre étudiants. Nous étions de sensibilités multiples, mais nous étions tous des amis. Nous débattions le soir à l'infini et les cours que les professeurs nous enseignaient contribuaient très largement à nourrir nos propres passions rhétoriques et intellectuelles. Et Pierre Sadran était en charge de nous enseigner à l'époque les lois de décentralisation. Les parlementaires eux-mêmes, à l'époque, qui étaient en charge de faire la loi, ne comprenaient pas toujours la loi qu'ils faisaient, tellement le texte était novateur, compliqué, et Pierre Sadran était en charge de nous enseigner une réforme qui était en cours, qui se faisait, qui changeait profondément le visage de la France, et il le faisait avec un humour, une distinction, un talent absolu. Je me souviens aussi de Séverine Pacteau, qui était une enseignante d'une grande rigueur intellectuelle, absolument formidable dans la passion qu'elle nous faisait partager de la culture générale. Il y avait Sonia Bourg-Lavrov, dont le père, Dimitri Georges Lavrov, nous enseignait dans le bâtiment d'en face l'histoire des idées politiques avec une autorité qui impressionnait tous les étudiants. Il y avait Pierre Guillaume qui nous enseignait l'histoire, il y avait Christian Malbach qui nous enseignait l'économie. Bref, je pourrais citer tous les enseignants que j'ai vus ici, qui mettaient beaucoup de passion dans l'exercice de leur métier. Je ne les cite pas tous, parce que sinon, étant resté quelques années ici, je mettrais beaucoup de temps à égrener leurs noms, mais ils m'ont tous marqué. Ils ont tous constitué dans cet établissement une formidable équipe pédagogique dont je n'ai rien oublié de l'engagement, du dévouement, de la rigueur scientifique, intellectuelle et du talent. Et puis, cette maison, et j'imagine qu'elle est restée telle qu'en elle-même, était une maison aux portes de laquelle on laissait nos préjugés. Nous venions tous de familles différentes, ayant des convictions différentes, ayant des appartenances religieuses différentes, venant des quatre coins de France, parce que si beaucoup qui étaient ici venaient du sud-ouest, certains comme moi y étaient arrivés par les effets du concours ou des relations familiales. Et lorsque nous nous retrouvions dans cette maison, nous étions dans la soif commune d'apprendre ce qu'étaient les sciences politiques, le droit, de découvrir à travers les enseignements des moyens d'approfondir notre culture générale, et nous étions dans ce bonheur de comprendre, d'apprendre et de savoir. Et les liens qui ont été créés avec un certain nombre d'amis ici sont eux aussi indestructibles. Ils sont là pour un certain nombre d'entre eux présents. Ils avaient des talents que je n'avais pas. Je pense à l'excellent Pascal Cazer, que les anciens de Sciences Po connaissent bien, qui faisait des matchs de rugby endiablés, qui organisait après ces matchs des quatrièmes mi-temps, auxquels je ne me rendais jamais, parce que je n'avais pas la constitution physique pour cela. Donc, c'était toute cette culture, toute cette tradition, tout cet état d'esprit que celui de l'établissement dans lequel vous allez faire votre scolarité. Et je voudrais vous dire à toutes et toutes, je m'adresse aux étudiants qui sont ici, qui ont la chance d'être ici et de pouvoir étudier dans des conditions exceptionnelles, que vous avez devant vous des années heureuses, vous avez devant vous des années d'enrichissement personnel et intellectuel que vous devez goûter pleinement, parce que ces années que j'ai passées ici seront pour moi parmi les années les plus heureuses de ma propre existence. N'oubliez pas, lorsque le soleil commencera à poindre, au printemps, de prendre les véhicules de ceux qui en ont pour aller à Lacanau, ou sur la dune du Pilat, ou du côté d'Arcachon. N'oubliez pas de passer du temps, après que vous aurez eu quelques loisirs, à déguster des crépinettes. Je ne sais pas s'il y en aura après pour le cocktail, mais c'est très bon. Et s'il n'y en a pas, pour la prochaine réception, vous saurez quoi prévoir. Mais après ce qu'a dit le directeur, je ne suis pas sûr de revenir. Et je ne veux causer de soucis à personne. Et donc j'attendrai vraiment d'avoir pris ma retraite pour être parmi vous. Je voudrais également vous dire que, Alain Rousset le disait à l'instant, nous ne sommes pas dans une région comme les autres. Et si je me suis retrouvé dans cet établissement il y a 30 ans, c'était pour des raisons qui tenaient à l'intuition que j'avais à l'époque que l'Aquitaine et la Gironde avaient une âme singulière. Lorsque j'avais 12-13 ans,
découvert dans la bibliothèque de mes grands-parents un petit livre, je m'en souviens très bien, qui était dans une reliure rouge parfaite et qui s'intitulait « Le Sagouin » de François Mauriac. Ce livre m'avait profondément marqué et j'avais enchaîné la lecture de tous les autres du même auteur qui s'intitulaient Génitrix, Thérèse d'Esquerroux, Le Nœud de Vipère et autres ouvrages. Et je voyais dans cette littérature s'exprimer l'âme profonde d'une région dont je ne savais rien, mais dont je savais que mes ancêtres y avaient résidé, et notamment un de mes grands-oncles qui avait été l'un des fondateurs du Sud-Ouest et qui disposait d'une petite maison à Talence, qui était vide parce qu'il était mort, et dans laquelle je savais pouvoir poursuivre mes études. Et donc je suis arrivé ici, dans cette région, habité de ces romans de Mauriac, et j'ai découvert les grandes bâtisses de Codéran ou du centre de Bordeaux, ces jolis hôtels particuliers, puis ces maisons très cossues que l'on trouve dans les très beaux quartiers résidentiels de Bordeaux. Et j'ai immédiatement ressenti que ce que j'avais découvert dans les livres ferait à un moment donné écho à la vie que j'allais vivre en arrivant ici immédiatement. Et puis il y avait le château de la Brède, il y avait Montesquieu, il y avait tous ces intellectuels qui avaient forgé ce territoire et qui avaient donné à voir les plus beaux esprits et les plus beaux intellectuels que la France se soit donné à elle-même. Il y avait aussi dans cet établissement des professeurs dont les travaux avaient marqué des générations de politologues et de constitutionnalistes. Vous avez cité Maurice Duverger, mais il n'y avait pas que Maurice Duverger. Il y avait Albert Mabillot, qui avait fondé un centre d'études de la vie locale, que l'on appelait le Cervel, duquel sortaient des chercheurs qui ont contribué à nourrir la réflexion sur la vie politique locale pendant des années. Il y avait le professeur Merle, il y avait le centre d'études d'Afrique noire, qui à l'époque où j'étais ici était dirigé par le professeur Dubois de Gaudusson. Il y avait, bref, dans cet établissement, beaucoup d'enseignants et de chercheurs qui renvoyaient à tout ce que les intellectuels bordelais, parmi les plus anciens, avaient pu produire de meilleur. Donc, je vous dis tout cela pour mettre les étudiants un peu sous pression. Vous n'êtes pas obligé de devenir Premier ministre parce que c'est difficile et puis il y a d'autres carrières intéressantes, mais en tous les cas, vous devez vous imprégner de ce qu'est l'âme de ce territoire et de ce qu'est l'héritage de cet établissement pour faire les meilleures études, pour avoir à l'égard de vous-même une grande exigence et de choisir le chemin pour vous le meilleur. Je suis aussi dans une grande université, dans un pays qui a une tradition universitaire que nous devons absolument porter haut et développer inlassablement, sans trêve et sans pause. Et je voudrais là aussi évoquer les raisons pour lesquelles j'ai tenu à venir à Bordeaux aujourd'hui, alors que je m'étais engagé à y venir dans une autre fonction. C'est précisément parce que l'élévation de l'esprit par la connaissance universitaire, intellectuelle, le développement de la recherche, le développement du transfert de technologies, la relation entre l'université, les laboratoires de recherche, les grands centres de recherche et l'entreprise constitue un enjeu majeur de développement de notre pays. Et je trouvais qu'il y avait un certain sens, une certaine cohérence dans les fonctions nouvelles qui viennent de m'être confiées, de venir ici pour vous adresser quelques mots sur ce sujet et sur les politiques publiques que nous entendons faire prévaloir pour donner à la question du développement universitaire et du développement de l'économie toute la place que les Français sont en droit d'attendre de leur gouvernement. Alors, quelques mots. D'abord, nous venons, dans le cadre du dispositif IDEX, Innovation d'excellence, nous venons de procéder à la signature d'une convention qui lie l'ensemble des partenaires. La région, le CNRS, l'ANR, les laboratoires de recherche, l'université de Bordeaux, dont je salue le président, M. Dunon de Lara, et nous avons signé cette convention avec une ambition et un objectif. D'abord, faire en sorte que l'université de Bordeaux, dont l'histoire est multiséculaire, puisse s'inscrire parmi les grandes universités internationales, mettant sur le métier toujours une exigence d'excellence. Et je voudrais remercier à la fois la région, mais aussi l'Université de Bordeaux, pour avoir réussi à instituer une gouvernance, une organisation qui permettra à l'Université de Bordeaux, avec celle d'Aix
Marseille et celle de Strasbourg, de rayonner comme une université de dimension mondiale. Il y a d'autres universités en France qui ont vocation à atteindre ce statut, mais vous l'avez fait en avance de phase, vous l'avez fait parce que vous êtes toujours sur les nouvelles frontières, vous l'avez fait en prenant les initiatives qui devaient être prises, et vous l'avez fait parce que l'université ici est soutenue par les collectivités locales dont c'est la compétence que de le faire. Et je voudrais adresser à Alain Rousset mes félicitations, mes encouragements et mes remerciements pour le travail exceptionnel que fait la région qu'il dirige depuis des années, travail sans lequel aucun des grands laboratoires que j'ai visités, aucune des extensions universitaires que nous inaugurons, et notamment celle-ci, n'aurait pu voir le jour, puisque nous sommes ici sur une infrastructure qui a été financée à 100% par la région, même si l'État a fourni l'assiette du terrain sur lequel ce bâtiment a été érigé. Créer les conditions d'une université de rang mondial, ça veut dire créer les conditions d'une synergie constante, parfaite, entre le monde de la recherche fondamentale, le monde du transfert de technologies, les laboratoires, le monde de l'entreprise, le monde des ingénieurs, pour faire en sorte que tout ce qui est conçu dans l'esprit des doctorants, des universitaires, des centres de recherche, puisse un jour, à travers des start-up ou des processus d'innovation dans les entreprises, créer les conditions du développement de l'activité économique et de l'emploi. Et cela sera l'un des axes de la politique que le gouvernement continuera à mener au cours des 5 prochains mois et au-delà, parce que j'espère, pour ce qui me concerne, qu'il y aura un au-delà pour pouvoir poursuivre ce que nous avons engagé. Et cette politique, elle a vocation à faire en sorte que nous puissions, dans notre pays, nous hisser au meilleur niveau et avoir l'ambition toujours de la compétitivité. Je voudrais saluer la présence du commissaire général à l'investissement, Louis Schweitzer, à nos côtés. Et il y a un PIA 3 de 10 milliards d'euros qui succède au PIA précédent et qui conduit le commissariat général à l'investissement à investir dans l'innovation, dans l'université, dans la recherche, dans le développement des grands sites universitaires français. Et sur ces 10 milliards du PIA 3, nous aurons à peu près la moitié de cette somme qui sera consacrée à l'université, à la recherche, à l'innovation. Et je voudrais remercier Louis Schweitzer pour le travail remarquable qu'il fait à la tête du commissariat général à l'investissement. Je voudrais conclure mon propos par un mot simple. Vous avez eu la gentillesse de rappeler, monsieur le directeur, à l'instant que j'étais le fils d'un hussard noir de la République. Dans l'éducation qui m'a été donnée et l'enfance que j'ai eue, on croyait fondamentalement que chacun dans la société avait sa chance. Et si je n'étais pas parmi les plus mauvais des élèves de ma classe, il y avait dans ma classe des élèves qui avaient des difficultés. Et mon père prenait le samedi après-midi l'ensemble des enfants qui étaient confrontés à la difficulté d'accéder à la connaissance ou à la compréhension des fondamentaux avec ses propres enfants, et il ne les laissait partir le samedi que dès lors qu'il était sûr que tout ce qui n'avait pas été compris dans la semaine avait été acquis. À ce moment-là, l'école était le vecteur de la méritocratie, et elle le demeure, et elle est toujours, et l'université aussi, et je le dis ici à Sciences Po Bordeaux, dont 30% des étudiants sont boursiers. Ça a donc un sens que de dire cela, et que de penser ainsi. Eh bien, moi je souhaite qu'après la loi de 2013 qui donne plus d'autonomie aux universités, je souhaite qu'après que des universités aient affirmé la possibilité, la volonté d'accueillir des boursiers, on puisse créer les conditions, et c'est l'objet de la réforme sur les masters, que chacun qui a une licence puisse accéder là où il le souhaite à un master 1, que l'université s'organise pour permettre cet ascenseur social méritocratique, et que nous ayons, parce que l'université a vocation à permettre à tout le monde de réussir, une exigence aussi de sortir de l'université les meilleurs, parce que nous aurons permis à chacun d'y entrer. Voilà l'ambition qui doit demeurer celle de la République. Et à vous toutes et à vous toutes qui êtes de jeunes étudiants, qui avez devant vous l'avenir, qui entrez dans une vie
plus tumultueuse que celle que nous avons pu connaître nous-mêmes, parce qu'il y a des formes de violence que nous ne connaissions pas à l'époque où j'étais étudiant, qu'il y a cette tragédie du terrorisme et de cette violence et de cette barbarie aveugle qui s'emploie à frapper notre pays dans ses fondements et qui peut légitimement conduire un certain nombre d'entre vous à vous interroger sur le monde dans lequel nous vivons. Vivez l'université comme elle a toujours été, grande, libre, belle, formant des esprits indépendants, mais aussi des esprits qui ont en partage l'amour profond de leur pays, l'amour profond de la République, qui ont en partage la volonté de vivre ensemble, dans le respect les uns des autres, dans la tolérance, dans la fraternité, pour faire en sorte que la France demeure telle qu'en elle-même, une République une et indivisible, portant haut les valeurs universelles de la France, qui sont celles des humanités, qui sont celles de l'université et qui sont celles notamment de l'université où vous avez décidé d'apprendre. Vive l'Institut d'études politiques de Bordeaux, vive l'université française, vive la République et vive la France.